Simone Gbagbo sort de son silence. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a salué le retour de son époux et plaidé pour des actes supplémentaires en faveur de la réconciliation. Jovenel Moïse, le président haïtien, assassiné ce mercredi matin à son domicile par un commando, un événement qui menace de déstabiliser un peu plus le pays, confronté à une double crise politique et sécuritaire. Et puis incertitude sur la tenue des élections en Libye, les frères libyens réunis en Suisse sous l'égide de l'ONU n'ont pu s'entendre à propos. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour la première fois depuis le retour de son époux en Côte d'Ivoire, le 17 juin dernier, l'ex-première dame s'est exprimée dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux. Simone Gbagbo salue ce retour et plaide pour des actes supplémentaires en faveur de la réconciliation. Les précisions. Dans une vidéo d'un peu plus de 6 minutes, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a évoqué pour la première fois le retour de son époux. Une victoire magnifique, acquise grâce à l'assistance de l'Éternel, dit-elle. Elle remercie Alassane Ouattara pour son accord, puis plaide pour qu'il continue à poser ses actes forts d'apaisement et de réconciliation. C'est-à-dire, selon elle, le retour au pays de Charles Blé Goudé et des derniers exilés, la libération des prisonniers de la crise post-électorale toujours détenus et de ceux arrêtés lors de la dernière présidentielle. Simone Gbagbo dit soutenir le rêve d'une nation véritablement réconciliée, développée, modernisée, hors des ethnies, des religions ou des obédiences politiques. Le temps n'est plus aux imprécations, assure-t-elle. Ne donnons donc aucune place à l'amertume, à la rancune, à la douleur, à la déception et à la colère. Tout va bien, conclut celle qui fait face à 2 écueils. La demande de divorce formulée par Laurent Gbagbo 4 jours après son retour au pays, qu'elle n'évoque pas, et la remise en question de son statut de première vice-présidente du FPI, le parti qu'elle a cofondé dans la clandestinité avec son mari en 1982 et au sein duquel elle conserve influence et popularité. Le Mali compte sur les autorités judiciaires ivoiriennes pour que Karim Keïta, ex-député et fils aîné de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, vienne s'expliquer sur la disparition d'un journaliste en 2016. C'est ce qu'a indiqué ce mardi une source judiciaire, une audition également jugée essentielle par Reporters sans frontières. Informé des procédures en cours au sein du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako, une source judiciaire a expliqué qu'elle sait exactement où se trouve Karim Keïta à Abidjan et qu'elle a donné son adresse aux autorités ivoiriennes. Généralement chargé des affaires sensibles, ce tribunal a émis lundi dernier un mandat d'arrêt international à l'encontre de Karim Keïta. Celui-ci a été transmis dans les règles de l'art à Interpol, a précisé cette source ayant requis l'anonymat. Elle a aussi estimé qu'il ne devrait pas y avoir de blocage du côté ivoirien. Je suis surpris par ce mandat d'arrêt international lancé par le tribunal de la commune 4 de Bamako. La procédure pénale répond à des normes. Il y a le principe du contradictoire. Nous ne connaissons pas les faits nouveaux qui justifient ce mandat d'arrêt. Je n'ai pas pu avoir accès à ce dossier, a déclaré ce mardi Yaro Khalifa, un des avocats de Karim Keïta. Ancien député influent, Karim Keïta avait trouvé refuge à Abidjan après le coup d'État militaire qui a renversé son père Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Selon des sources familiales et diplomatiques, il y réside depuis. L'enquête qui le vise concerne la disparition du journaliste d'investigation Birama Touré, qui travaillait pour l'hebdomadaire Le Sphinx et qui n'a plus été vu depuis le 26 janvier 2016. Ses proches craignent qu'il ait été assassiné. Le directeur du Sphinx, Adama Dramé, avait affirmé en 2018 que Birama Touré avait approché Karim Keïta à propos d'un dossier qu'il présentait comme compromettant pour le fils du président. Karim Keïta a toujours fermement démenti toute implication dans la disparition du reporter.
Je le disais en titre, le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt ce mercredi matin chez lui par un commando formé d'éléments étrangers. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre sortant, Claude Joseph. Les précisions. Le président a été assassiné chez lui par des étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol. Ils ont attaqué la résidence privée du président de la République, a déclaré Claude Joseph. Venu du monde des affaires, Jovenel Moïse, 53 ans, avait été élu président en 2016 et avait pris ses fonctions le 7 février 2017. Haïti, pays des Caraïbes et nation la plus pauvre du continent américain, est gangréné par l'insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Une situation qui valait à Jovenel Moïse, accusé d'inaction face à la crise, d'être confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la société civile. Dans ce contexte faisant redouter un basculement vers l'anarchie généralisée, le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis et l'Europe appelaient à une tenue d'élections législatives et présidentielles libres et transparentes d'ici la fin 2021. Jovenel Moïse avait annoncé lundi la nomination d'un nouveau Premier ministre, Ariel Henry, avec justement pour mission la tenue d'élections. En Centrafrique, l'opposition contexte le comité d'organisation du dialogue républicain. Pour l'opposition, ce comité est déséquilibré. Reportage. Plusieurs grands mouvements d'opposition ont réagi ce lundi dans 3 communiqués à la mise en place du comité d'organisation du dialogue républicain. Le décret présidentiel organisant ce comité a été signé le 30 juin dernier. Mais les différents mouvements d'opposition questionnent la composition de ce comité. Ce qui est sûr, la position de l'opposition est unanime. Ce comité est déséquilibré. Pour Martin Ziguélé, il y a de graves manquements qui ne sont pas de nature à conduire ce rendez-vous dans la sérénité vers des résultats consensuels. Ce comité fait la part belle à la majorité présidentielle et ses différentes déclinaisons a pour sa part dénoncé Crépin Mboli Goumba. L'organisation du dialogue attendu doit être exemptée de suspicion, a ajouté le leader de Patrie. Martin Ziguélé et Crépin Mboli Goumba assurent également subordonner leur participation au futur dialogue à la révision du décret pour le premier et à un consensus sur le comité d'organisation pour le second. Il s'agit d'un faux procès pour les autorités centrafricaines. Ce comité préparatoire au dialogue doit être composé de 24 membres, dont le président sera nommé directement. Opposition, confession religieuse, pouvoir public, société civile y ont un poste. Placé sous l'autorité directe du président de la République, ce comité doit lui rendre des comptes fidèlement, précise le décret. Toujours en Centrafrique, des milliers de civils sont en danger imminent à cause des violences armées à 300 km à l'est de la capitale, Bangui, dans un pays en proie à de fréquents combats opposant des rebelles aux forces gouvernementales et à leurs alliés, a affirmé mardi l'ONU. Depuis une semaine, la vie de milliers de civils est en danger imminent à cause des violences armées répétitives à Alindao, où certains groupes de la population ont été particulièrement ciblés, selon un communiqué du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Ces personnes qui vivent au jour le jour sont désormais coupées de leurs petites sources de revenus. La nourriture se fait de plus en plus rare. Elles vivent dans la peur et le traumatisme, poursuit le communiqué. Le 30 juin, une attaque lancée à Alindao par des rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, un des principaux groupes armés, avait fait 7 morts, selon le porte-parole des casques bleus de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, qui n'avait pas donné plus de détails. Parmi ces 7 morts, il y a 2 civils, a affirmé OCHA. Des milliers de personnes ont été déplacées, des maisons incendiées et des biens pillés, poursuit OCHA, qui souligne que l'insécurité croissante empêche toute assistance aux personnes affectées par cette nouvelle violence. Toutes les parties au conflit doivent arrêter toute violence contre les civils, les infrastructures civiles, les acteurs humanitaires et respecter le droit international humanitaire, a affirmé Denise Brown, coordonnatrice humanitaire de OCHA pour la Centrafrique. L'ONU a estimé fin mai
que près de la moitié de la population était en situation d'insécurité alimentaire en raison de l'épidémie de coronavirus, mais également à cause de la situation sécuritaire. La Centrafrique, deuxième pays le plus pauvre du monde selon l'ONU, est ravagée depuis 2013 par une guerre civile qui a néanmoins considérablement baissé d'intensité depuis 2018. Et puis les élections prévues en Libye fin 2021 semblent de plus en plus compromises. Les frères libyens réunis en Suisse sous l'égide de l'ONU n'ont pu s'entendre à propos. Reportage. Les discussions à Genève des personnalités réunies au sein du Forum du dialogue politique libyen, FDPL, ont été houleuses et très tendues, selon les images des réunions diffusées en direct à la télévision. La mission d'appui de l'ONU en Libye, MANUL, a dû, au bout de 4 jours, reconnaître l'échec de ce dialogue après l'absence d'un consensus parmi les délégués. Aucun consensus n'a été atteint sur la proposition de base constitutionnelle, a regretté la MANUL dans un communiqué encourageant les membres du FDPL à poursuivre les concertations en vue d'un compromis viable. Après un accord de cessez-le-feu entre forces rivales en octobre 2020, des séries de négociations ont eu lieu entre les Libyens, dont l'une a débouché sur l'annonce d'élections le 24 décembre. De précédents accords sur la tenue du scrutin avaient été conclus ces dernières années, mais sont restés lettres mortes. Selon un témoin, 3 courants sont apparus à Genève. Un premier groupe a demandé le report du scrutin à l'année prochaine, un deuxième qui ne veut que des élections parlementaires et un troisième qui reste attaché à la feuille de route et la tenue des élections le 24 décembre. Ce forum devait s'accorder au plus tard le 1er juillet pour soumettre au Parlement un cadre constitutionnel permettant d'adopter la loi électorale. En amont de Genève, un comité consultatif s'était réuni à Tunis du 24 au 26 juin à la demande de l'ONU pour examiner les différentes propositions concernant le cadre constitutionnel. Mais alors que tout semblait quasiment finalisé, de vives tensions sont apparues à Genève, d'où l'échec des négociations. C'est ici que se referme ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.